L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va faire un grand détour par les musiques du monde, découvrir l'univers d'un artiste montagnard multicarte et soutenir notre amateur de cartes préféré dans son nouveau défi. Et pour parler de ces sujets, je reçois Kevin Micou, le magicien mentaliste. Bonjour Kevin. Bonjour Thibaut. Il y a un petit Bonjour peu chez lui, ici, Exactement. sur ce plateau qu'il connaît bien. À côté de Kevin, Jean-Marc Rochette, peintre, sculpteur, illustrateur, auteur de BD. J'en ai peut-être oublié un ou deux. Jean-Marc, bienvenue. Bonjour. En face de vous, Émile Biayenda, créateur des tambours de Brazza. Bonjour Émile. Bonjour. Vous faites partie des nombreux groupes invités du festival Détour de Babel, orchestré par Benoît Thibérien. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, le festival Détour de Babel propose chaque année de découvrir des musiques qu'on n'entend pas forcément à la radio et à la télévision. Voilà, on n'est pas vraiment mainstream. Ouais. Mais c'est aussi l'objet des détours de Babel, c'est de faire des détours et parfois d'aller à contre-courant ou de remonter le courant. Et c'est là où on trouve des musiques tout à fait passionnantes, qui sont pour toutes des musiques en création, donc d'aujourd'hui, on va dire, qui sont créées par des artistes qui viennent de beaucoup de pays différents. Donc c'est un festival des musiques du monde, mais très ouvert sur le monde de demain aussi. Alors, la 8e édition vient de démarrer. Elle a pour thème Retour aux sources. Voilà. Alors, pourquoi retour aux sources? Bah oui. Il y a Rokia Traoré qui disait dans son concert d'ouverture que finalement, si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi de où tu viens. Et je trouve que c'est très... C'est une belle philosophie. C'est une belle philosophie. Pour nous, c'est une façon de montrer que finalement, le retour aux sources, que ça peut être les traditions, il y a de multiples manières de revenir aux sources. Mais nous, on va revenir aux sources du son, à travers des projets où la dimension sonore et électroacoustique est très importante. On va revenir aux sources des traditions et aux sources de l'écriture aussi et de l'improvisation. Et c'est ce voyage-là qu'on a envie de faire partager au public de Grenoble et de l'Isère. Alors, un voyage corsé, il y a 90 rendez-vous musicaux proposés pendant les 3 semaines de festival. Voilà, il y a 90 rendez-vous qui se déploient sur à peu près 40 lieux dans une vingtaine de communes de l'Isère. Alors, la programmation ne s'appuie pas sur des têtes d'affiche connues du grand public. Ça aussi, c'est un peu la marque de fabrique du festival. Même si, et vous le disiez pour l'ouverture, vous avez misé sur Rokia Traoré, qui est une des stars de la musique africaine. Oui, alors il y a quand même quelques repères, quelques têtes d'affiche. Il y a Rokia Traoré, il y a Brad Meldo, qui est un immense pianiste de jazz, qui va jouer du Bach. Il y a également Archie Shepp qui va faire un hommage à Sidney Bechet. Donc c'est voilà des artistes qui finalement reviennent aux sources de ce qui les a inspirés. Alors voilà, le concert de vendredi soir à la Belle Électrique de Rokia Traoré, qui a fait le plein. Oui. Un bon début pour lancer le C'est festival. un très bon début. Et puis Rokia, c'est une personnalité formidable aussi, qui est très impliquée dans son propre pays, avec son... Chanteuse malienne. Qui a créé une fondation au Mali et qui finalement transmet à la nouvelle génération de Maliens, de musiciens maliens, son amour de la musique. Et c'est avec elle, avec ces musiciens-là, qu'elle est venue sur scène à la Belle Électrique pour le concert d'ouverture. Alors on parle de retour aux sources. Émile, le tambour, l'un des tout premiers instruments qui est résonné sur le continent africain. Je pense que c'est le premier son que l'homme a dû entendre. C'est un morceau de bois creux et avec une peau animale. Ça nous ramène vraiment vers les racines. Le spectacle qu'on présente s'appelle Kikoulou. Kikoulou, c'est la tradition, retour vers ses sources. Comme disait justement, pour emprunter la parole de Rokia, il faut savoir d'où on vient. Et puis, il y a Sonny Laboutansi, qui est un écrivain congolais, qui disait que la plus grande et meilleure invention de l'homme, c'est le point d'interrogation. Donc, quand on arrive quelque part, on ne sait plus où aller, on peut toujours regarder en arrière. D'où l'on vient. Voilà. Alors vous venez du Congo, vous avez créé les tambours de Brazza il y a plus de 25 ans. Vous êtes installé en France il y a quoi, une quinzaine d'années à peu près? On est arrivé en France en 2000, fuyant la guerre. On est d'abord passé par le Bénin, on est resté pendant 2 ans. Et puis de là, nous sommes arrivés en France, mais tout en gardant un lien avec le Congo. Et le pont est fait par le gros tambour que nous utilisons, qui s'appelle le ngoma, qui est le tambour qu'on dit de nos ancêtres.
On va écouter quelques instants les tambours de Brazza. Alors, on écoute autant qu'on regarde ce qui se passe sur scène. En fait, on a voulu reproduire un peu les ambiances qu'on trouve dans les quartiers, que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa. Il y a l'écoute et puis le visuel. Tout est lié, quoi. Il y a la danse, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les couleurs. On a voulu reproduire cette ambiance-là sur scène. Puis vous alliez le traditionnel avec la modernité, je crois qu'il y a des clins d'œil avec le rap ou le reggae. En fait, là, le nouveau spectacle Kikoulou, c'est le lieu où on va chercher des champignons. Ici en France, j'ai retrouvé cette tradition. C'est un lieu secret, mais en fait, c'est un secret de Polichinelle. On sait que François, il a un endroit où il va chercher les cèpes, mais on respecte ce lieu-là. Donc, on a pris ces deux traditions. On a pris un groupe de rumba traditionnel, basse, batterie, guitare, et on a mis un groupe de rock aussi, basse, batterie, guitare. Donc, on fait se croiser ces deux traditions. Et le lien est fait par le ngoma, ce grand tambour qui est l'ancêtre des congas qu'on peut trouver partout à Cuba et tout. C'est ce qu'on voit là sur ces images. Voilà. Et qu'on pourra découvrir en live. Alors, ils ne sont pas venus pour rien. Ils font trois dates, les tambours de Brazza, dans le cadre des détours de Babel. Benoît, ils seront jeudi soir, 22 mars, à la Source, à Fontaine. Le lendemain, du côté de Romans-sur-Isère. Et puis, on les retrouvera le dimanche dans une version un peu différente, en trio, pour les fameux brunchs du festival. Voilà, on les retrouvera dimanche pour le brunch. Et puis, il faut dire aussi qu'en première partie des tambours de Brazza, à la Source, on va avoir une création d'un trio avec Émile aux percussions et François Rollin au piano et puis Majid Bekas, qui est un formidable musicien marocain d'inspiration gnawa. Donc à découvrir ça jeudi soir à la Source à Fontaine. Alors, Rokia Traoré, les tambours de Brazza, là, on est sur des choses assez accessibles pour le grand public. Oui. Il y a aussi des ovnis musicaux dans votre programmation. Et pas plus tard que ce mercredi, il y aura à l'Iliade de Cessiné je ne sais pas comment on peut le qualifier. On va les écouter, puis on en parle juste après. Même sur le plan africain, le Bingwe reste un monument. Le Bingwe, lui, est... Voilà, alors le spectacle s'appelle « Celui qui transporte des œufs ne se bagarre pas ». Il paraît que c'est un proverbe congolais, Émile. Ah oui, ça fait partie un peu des petits messages qu'on distille comme ça. Quand on a les œufs sur la tête, on ne se bagarre pas, sinon tu rentres près d'où il y a la maison. Forcément, il n'y a plus de... Là, on est dans de la musique plus expérimentale. Oui, c'est pas non plus réservé aux initiés ou à ceux qui ne s'intéressent qu'aux musiques expérimentales. C'est quand même, c'est une forme, c'est assez étonnant, c'est un ovni. On aime bien comme ça distiller des petits ovnis dans la programmation. C'est porté par un formidable pianiste de jazz, Roberto Negro, qui est d'origine grenobloise d'ailleurs, Dans la région, ouais. et qui a fait un projet autour de Kinshasa, parce qu'il est né à Kinshasa, il a grandi à Kinshasa, et ensuite il est venu en France. Et donc il a voulu s'imprégner, c'est aussi son retour aux sources, il a voulu s'imprégner de cette ambiance qu'il a connue dans cette ville absolument délirante que peut être Kinshasa.
Et donc, il a construit son projet autour de cette ville. Il est retourné là-bas, il a s'imprégné, il a fait des images, etc. Il a monté ce projet qui est une forme de théâtre musical un peu punk, mais délirant et très, très inspiré. En tout cas, moi qui suis allé à Kinshasa, je peux vous dire que j'ai retrouvé cette ambiance complètement décalée. Ouais. Bon, donc on n'a pas besoin d'aller à Kinshasa. On va assassiner ce mercredi soir à l'Iliade pour découvrir cette formation. Une programmation éclectique, éclatée dans différentes salles de l'agglomération. C'est la marque de fabrique du festival, même si cette année, on le voit sur ces images, vous avez un camp de base dans le cœur de Grenoble, à l'ancien musée de peinture, avec de drôles de machines que peuvent découvrir le public. Alors ça, c'est un peu notre retour aux sources, puisque à l'époque, avant les Détours de Babel, il y avait un festival qui s'appelait les 38e Rugissants. Et on a occupé l'ancien musée pendant plusieurs années, et ça nous a permis de proposer des projets qui ne peuvent se présenter nulle part ailleurs. Donc on a réinvesti cet ancien musée, et on voit d'ailleurs les images des machines sonores absolument délirantes de Frédéric Le Ginter, qui lui va aux sources du son, de l'objet sonore, puisqu'il fabrique ces machines à partir d'objets de récupération, des morceaux de bois, des morceaux de fil de fer, des bouteilles, etc. Et ça donne une espèce de polyphonie dans la grande bibliothèque où il y a à peu près une centaine de sculptures qui sont installées, la grande bibliothèque de l'ancien musée, qu'il faut absolument aller voir, découvrir en famille, avec des enfants, avec qui on veut, mais c'est tout à fait étonnant. C'est Place de Verdun jusqu'au 7 avril, date de clôture du festival, accès libre pour cette partie de l'exposition. Jean-Marc Rochette, est-ce que vous êtes un musicien ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, vous avez pas mal d'autres casquettes artistiques. Ça, zéro, là. Zéro pour la musique, mais un peu plus pour la peinture, la sculpture, l'illustration. Vous êtes également auteur de BD. Mais à l'origine, vous étiez plutôt parti pour une carrière de sportif de montagnard. Voilà, je suis de Grenoble d'origine et je voulais devenir guide de haute montagne. Donc je me suis entraîné d'abord à Fontaine, à la Carrière, et puis après dans les écrins, à la Béra plus précisément, avec les copains, et on a grimpé. Et puis, pour la faire très courte, j'ai eu un accident. Enfin, c'est une époque où j'ai eu pas mal de copains qui sont morts en montagne, et puis moi j'ai eu un accident assez grave. Et donc j'avais un petit talent dans le dessin, et ça m'a orienté sur une autre direction. Et puis je pense que c'est un accident qui a été bon pour moi. Je pense que j'étais pas un très très grand grimpeur. Peut-être que je suis un meilleur dessinateur. Alors vous avez fait une belle carrière avec le crayon. C'est vrai qu'on prend moins de risques à dessiner a priori qu'aller grimper des barres rocheuses. Alors cette BD que vous nous avez amenée, elle sort cette semaine. Elle s'appelle Aile froide 3954. Ouais. Je me trompe sur l'altitude. L'Aile froide, c'est une montagne pas très loin de chez nous, dans le massif des Écrins, qui culmine donc à près de 4000 mètres d'altitude. Cette BD, elle raconte votre vie. C'est une BD autobiographique. Voilà, exactement. En fait, Aile froide, pourquoi ? Parce que avec un copain, Philippe Sampé, qui est plus là, on voulait faire la face nord d'Aile froide. C'était un peu, ça passe pour être la face nord la plus dure du massif, avec peut-être la face nord de Lolland, la cousine de maison. Et donc, c'est deux gamins qui s'entraînent pour un jour faire cette fameuse face nord d'Aile froide, quoi. Et est-ce qu'ils la feront, est-ce qu'ils la feront pas ? C'est un peu. Et puis ça me permet de raconter toute la vie à Grenoble dans ces années 70, ma famille, le lycée Champollion, etc. quoi. On va voir quelques images de cette BD que vous avez donc conçue de A à Z. C'est votre vie, c'est vos dessins, voilà. C'est votre scénario. Voilà, ça par exemple c'était l'ancien musée de peinture où il y avait un tableau qui s'appelle le Bœuf écorché de Soustine, que j'aimais beaucoup. Ça, on est à Fontaine, c'est les premières voiles à Fontaine, voilà, où on grimpait. Au début. J'ai lu qu'à l'époque où vous étiez élève au lycée Champollion, vous descendiez la façade du lycée en rappel. Ça faisait partie de l'entraînement aussi. Oui, enfin j'étais interne et donc j'avais été mis parce que j'étais un petit peu rebelle, on va dire. Il y a des gens qui le savent un peu sur Grenoble et donc ma mère m'avait mis interne là-dedans et pour s'échapper, dit la légende, j'aurais tiré des rappels du premier étage de Champollion. Voilà. Bon, si on sourit, c'est que vous avez rencontré en coulisses François Rollin, qui est un des musiciens invités au Détour de Babel, dont parlait Benoît il y a quelques instants. Et il y a 40 ans, vous étiez ensemble au lycée, vous étiez un petit peu bagarreur. Hein. Oui, j'ai peut-être oublié, parce qu'on s'est peut-être castagné, je ne sais pas, mais en tout cas, ça... Bon, il est à côté de nous, François, donc voilà, vous réglerez vos comptes après.
Aujourd'hui, vous avez fait une belle carrière, notamment dans la BD, avec une BD qui s'appelle Transperce-Neige, qui a été culte, on va dire, dans les années 90. Ouais, enfin, le Transperce, c'est la BD qui m'a rendu célèbre parce qu'elle a été culte en France. Puis après, on a fait un film avec un Bong Joon-ho, un des grands réalisateurs coréens. Et donc, on voit quelques images de ce film. Voilà, c'est une BD qui a été connue aux États-Unis, en Chine, elle a très bien marché. Et maintenant, il y a une série qui se fait à Hollywood. Donc voilà, donc c'est un peu c'est mon hit, comme on dit chez les musiciens. Là, c'est la chose qui m'a fait connaître. Ouais. Voilà. Alors vous, c'est l'univers de la science-fiction qui vous a inspiré dans pas mal de vos créations. Oui, voilà, enfin une science-fiction sociale, là, l'histoire est connue, c'est un train où toute l'humanité est coincée dans un train et tout le reste c'est en glace. Il y a les gens qui sont très pauvres qui sont à l'arrière, ceux qui sont, disons, les classes moyennes au milieu et devant les très riches, et c'est quelqu'un qui remonte. En fait, c'est une espèce de parabole de la société et de ce qu'on vit en ce moment en général. C'est pour ça que ça marche bien, je pense que ça parle à tout le monde et d'une manière un peu universelle, quoi. Tout le monde le vit plus ou moins à un certain niveau, quoi. Alors, en parallèle de la BD, vous avez fait de la peinture, vous êtes un adepte des grandes toiles. Vous aimez bien quand il y a de la surface pour s'exprimer. Oui, enfin, ma peinture, elle a à voir beaucoup avec l'alpinisme. Quand je regarde la peinture, je regarde la matière, en fait. Comme j'ai beaucoup grimpé sur le rocher, c'est une chose... La peinture ne peut pas trop concurrencer l'image, la photo, qui est parfaitement bien faite. Donc, la peinture doit trouver son niveau d'excellence. Et moi, je pense que c'est dans la matière elle-même. C'est là où on peut la travailler, quoi. Donc... Vous faites corps d'ailleurs avec votre peinture. Quand on vous voit là en train de peindre, on sent qu'il y a, il y a un rapport physique. Oui, il y a un côté sportif. Hein. Je suis très physique, donc voilà, c'est une peinture qui a à voir avec le corps, indéniablement. Ouais. Mais surtout avec la montagne, et surtout la montagne de chez moi. Hein, ça parle des écrins toujours, parce que j'ai que grimpé dans les écrins. Moi, j'ai jamais été à Chamonix, par exemple. C'est une montagne qui reste aujourd'hui encore une source d'inspiration. On vous voit, alors là, vous la pratiquez de façon moins sportive qu'il y a 40 ans. Ah, mais il m'arrive encore un peu de grimper. Hein, mais titiller le rocher. Oui, titiller le rocher un peu. Bah, surtout, j'ai racheté une maison dans ma vallée. Donc je suis retourné là et c'est l'endroit qui me plaît le plus. Ouais, c'est mon coin, quoi. Donc j'y vais. C'est où exactement? C'est à la Bérarde, un peu avant la Bérarde, les étages. Donc c'est un endroit qui est fermé pendant 6 mois de l'année à cause des avalanches. Mais l'été, j'y passe 6 mois là-haut et c'est très beau. Il y a des fleurs, il y a des chamois. C'est le paradis, quoi. Bon, puis il y a des paysages évidemment merveilleux qu'on peut dessiner, croquer un peu sous toutes ses formes. Alors vous êtes à Grenoble pour une semaine avec un programme assez chargé. Il y aura notamment une exposition de vos planches de votre dernier ouvrage à la Maison de la Montagne, située à l'Office du Tourisme. Et demain, mercredi à 19h30, il y a le vernissage avec des anciens compagnons de cordée. Voilà. Vous n'êtes pas battu avec eux? Non, on a campé, mais je ne me suis pas battu avec tout le monde. Mais avec La Roche-Joubert, un guide qui est tombé dans une cascade là, il y a 3-4 jours. Il s'est cassé la cheville, malheureusement, mais il sera là quand même, il viendra plâtrer. Et puis Vartagnan, un de nos ancêtres, un des grands grimpeurs du coin, Bernard Vartagnan, qui a ouvert beaucoup de voies ici, qui fait l'honneur d'être là. On va parler un peu du film et puis de la grimpe dans les années 70, quoi, les souvenirs. Bon, vous participez également au Printemps du Livre qui se déroule jusqu'à dimanche avec notamment la projection du film dont on a vu quelques images là, Snowpiercer, samedi soir à 20h à la Cinémathèque. Et puis jeudi, il y aura l'inauguration d'une de vos sculptures, l'enfant de Tchernobyl. On la voit là dans le parc Hoche à Grenoble. Alors il y a une histoire hein, derrière cette sculpture. Il y a un combat qui vous anime depuis longtemps. Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Terminus, où il y a des enfants qui naissent à cause des radiations, c'est la science-fiction, ils sont sous une centrale nucléaire, et il y a des enfants qui naissent déformés. Et voilà. Et donc, pour avoir un semblant de réalité, j'ai été chercher des photos d'un type qui s'appelle Paul Fusco, qui a fait des photos à Tchernobyl, et je suis tombé sur les photos des enfants de Tchernobyl. Et j'ai été scandalisé par la tragédie de ces enfants-là. Donc, j'ai fait des sculptures de ça. Et puis, j'ai pensé, comme le maire avait une obédience écologiste, j'ai demandé peut-être que ça pourrait les intéresser d'avoir ça. Et ça a été accepté. Donc, en fait, c'est une chose, pensez à ces enfants qu'on a mis sous le tapis. Parce que même ces photos ont été quasiment interdites tellement elles sont atroces. Et donc, je suis très fier que ma ville montre cette petite sculpture. Alors, j'ai essayé de la faire la moins clivante possible. Hein. C'est un espèce de petit prince de l'Apocalypse, assez tendre. J'ai pas pris les personnages, les enfants les plus terriblement les plus atteints. Mais je trouve que c'est une chose où l'art aussi doit par moment dire des choses, quoi. Et ça, c'en est une chose. Le nucléaire, c'est bien, mais attention, quand ça saute, ça fait mal. Et ça fait mal même dans le ventre des mères, quoi.
On a eu la chance, entre guillemets, d'échapper à ça en France, en tout cas de façon directe. Voilà. Mais c'est vrai que Tchernobyl, il y a une trentaine d'années, a été un exemple assez frappant. C'est à découvrir cette sculpture en face de la caserne de Bonn, Voilà. sur le bord du parc Hoche. 1986, Tchernobyl, je suis pas sûr que Kevin Mikou était né. Pas du tout. Pas encore. 89, moi. Donc toi, t'as pas été irradié, ça va. Pas que je sache. T'es sain normalement sur ce plateau. Alors les téléspectateurs de Télé Grenoble te connaissent, tu viens régulièrement notamment dans cette émission Exactement. nous embrouiller un petit peu le neurone avec tes tours de magie. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un nouveau défi qui t'attend pour cet été, puisque tu vas participer à ce qu'on peut appeler les championnats du monde des arts du spectacle. Exactement, c'est bien traduit, c'est exactement la traduction littéraire des WCOPA, donc World Championships of Performing Arts, que les Américains appellent les Jeux Olympiques des Arts. L'analogie est intéressante et le déroulé se déroule un peu de la même façon, donc c'est une belle analogie. Alors ça se passe dans un coin plutôt sympa aux Ouais, c'est États-Unis, pas mal. à Hollywood. À Hollywood, ouais, c'est le berceau de la vie artistique des États-Unis et même du monde entier. C'est quand même une référence dans le monde du spectacle et dans le monde du divertissement. Donc c'est là-bas qu'ont lieu effectivement la finale de ces championnats du monde pour lesquels j'ai été récemment sélectionné. Alors on le voit sur ces images, il y a différentes catégories d'artistes. C'est ça, tout à fait. Alors moi, en ce qui me concerne, donc je présente un numéro de mentalisme. Je suis dans la catégorie variété, mais il y a aussi des chanteurs, des danseurs, des mannequins, des acteurs, et j'en passe. Ça réunit, comme on le voit là sur les images, plus de 62 pays qui viennent défendre leurs couleurs pour ramener le plus de médailles d'or possible et un titre de champion du monde. Tu sais déjà ce que tu vas faire pendant cette compétition? Alors non, parce que malheureusement, ce qui est très compliqué dans mon cas, c'est que c'est un show vraiment à l'américaine et le format est d'1 minute. On doit proposer quelque chose d'1 minute. Donc pour les chanteurs, c'est super, ils en viennent tout de suite à l'explosion de la chanson, à ce qu'ils font de mieux. Moi, en mentalisme, c'est très très compliqué 1 minute. Pour vous donner une comparaison, je prépare à côté de ça les championnats d'Europe de mentalisme, donc vraiment en catégorie mentalisme. Là, on a 12 minutes pour faire un numéro. Et là, sur WCOPA, on me demande 1 minute. C'est-à-dire que mon numéro est rodé, mais pas fini, parce qu'il faut encore que je travaille le timing, et c'est le plus gros des challenges, en tout cas, c'est ce chronomètre. Alors, ce sera du 6 au 15 juillet. Exactement. Il y a 500 000 $, j'ai vu, à la clé. Donc, ça vaut le coup de s'entraîner un petit peu quand même. J'y passe un peu de temps. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est 500 000 que pour le vainqueur, mais en tout cas, il y a un prize money important. Ouais. Puis j'imagine qu'après, c'est une carte de visite reconnue internationalement. 1 minute pour séduire les Américains. Est-ce que si je te donne 1 minute là, tout de suite, tu peux nous séduire notre petit jury d'artistes? 1 minute 30. Allez, 1 minute 30. Allez, je suis généreux. Eh ben, allons-y. 1 minute 30 et puis je mets le price money à 750 000 €. C'est noté, je crois que c'est enregistré. Alors, je suis venu comme d'habitude une ardoise et un stylo et je vais le faire avec vous, si vous me permettez. Je vais vous demander de penser à un mot. Dans votre tête, uniquement dans votre tête. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux absolument pas savoir à quel mot vous pensez. Absolument. Super. Dans un premier temps, vous allez penser uniquement à la première lettre. Dans votre tête, vous l'imaginez écrit en noir sur un fond blanc, vous y pensez très fort et je vais tenter, juste avec mon ardoise, de deviner quelle est cette première lettre. Alors pensez-y bien fort, j'écris, je pose le stylo. Est-ce qu'on pourrait entendre, s'il vous plaît, quelle était la première lettre? F. F. Messieurs, dames, j'avais écrit le P. Alors, vous allez me dire, c'est mal parti. Ça pourrait être mal parti. Sauf que, peut-être qu'il y a bien un P quelque part. Gardez le même mot, pensez-y bien fort. Restez bien concentrés, mais maintenant sur la deuxième lettre. Vous y pensez bien fort, comme si je pouvais vous entendre. Passez-y encore plus fort. Merci beaucoup. Puis la lettre suivante. Génial. Merci beaucoup. Puis encore la lettre suivante. Exactement. Vous faites défiler les lettres une par une jusqu'à la dernière. Merci beaucoup. Avant même que vous nous annonciez votre mot, je vais révéler ce que j'ai écrit. J'avais donc écrit P 776 C3 L2. Alors ça veut rien dire. Ça pourrait vouloir dire page 776, colonne 3, ligne 2. Mais ça serait un gros bouquin. Et ce gros bouquin, je l'ai amené. Petit Robert, illustré 2018. Peut-être que si on l'ouvre, page 776, colonne 3, ligne 2... Je vais demander à Jean-Marc de le faire. Alors faites-le vous, comme ça on ah oui, on il n'y aura pas confrontera. de... D'accord. Voilà, exactement. Moi, gardez votre mot en tête, je vous rappelle que vous l'avez toujours pas annoncé. 776, colonne 3, ligne 2, et on le fera bien sûr. 776, colonne 3, ligne 2. Ligne 2. Donc là, donc, deuxième mot, on garde le doigt dessus, on va le montrer aux invités pour qu'elle nous confirme. Vous confirmez qu'on est bien page 776, colonne 3, ligne 2. Ici, est-ce qu'on pourrait avoir le mot que vous aviez choisi? Foudroyant. Vous confirmez que c'est bien écrit foudroyant? Voilà. Merci beaucoup. C'est foudroyant. Je vous laisse. Merci beaucoup, messieurs, dames. vous n'avez jamais rencontré Jamais. pas le passé, hein. Jamais, promis.
Merci beaucoup. Ah non, mais il est très fort, Kevin. Je pense que les Américains l'attendent avec impatience, ou s'ils ne le connaissent pas, ils vont faire sa connaissance cet été. Merci, moi je suis toujours très perplexe devant ces démonstrations, mais bon, ça fait partie de ses talents. Jean-Marc Rochette, L'aile froide, 3954, c'est aux éditions Casterman, et un bouquin qui parle de Grenoble, forcément ça nous intéresse. Et puis on va se quitter en musique, Benoît, on peut les envoyer. Ce sont les Africains du Sud qui viendront mettre le feu à la dernière soirée des Tours de Babel. Voilà, une soirée de clôture encore sous le signe de l'Afrique. On est passé de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Maintenant, on va jusqu'en Afrique du Sud, avec un double plateau en clôture à la Maison de la Culture. En première partie, une création avec des danseurs de Pansula sud-africains, qui est une danse absolument extraordinaire de hip-hop, mais inspirée des danses traditionnelles sud-africaines, qui vont danser sur la musique d'un saxophoniste de jazz qui s'appelle Shabaka Hutchins, qui vient des Caraïbes, lui. Et on va terminer avec le BCUC, ce groupe afro-psychédélique qui, lui, s'inspire aussi des musiques traditionnelles, voix et percussions. C'est ce qu'on entend. Et qui sont également très, très impliqués dans la défense des peuples autochtones sud-africains. Et voilà, ce sera le vendredi 6 avril à la MC2. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. Merci à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.